Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de nous donner l'opportunité de partager un certain nombre de réflexions sur les liens entre l'eau et le sacré, l'eau et la COP22, et d'essayer de partager un certain nombre d'analyses sur des sujets aussi importants qui ont été évoqués par notre ami Loïc Fauchon, et que je vais reprendre donc sous l'angle de la COP22 et des changements climatiques. Et comme vous le savez, l'automne 2015 a été très riche en produits, puisque nous avons eu à la fois les objectifs du développement durable Horizon 2030 pour les Nations Unies au mois de septembre. Et puis au mois de décembre, nous avons eu l'accord de Paris pour la COP21, qui était un tournant historique. Historique parce que d'abord c'est un succès diplomatique, parce que nous le savons après un long cheminement qui a duré pratiquement une quarantaine d'années. Il y a eu des débats, il y a eu des forums, il y a eu un certain nombre de sonnettes d'alarme, il y a eu des alertes sur nos systèmes de développement, sur nos modèles de développement. Et je crois que l'un des rapports les plus évidents qui ont été émis à l'époque, en 1972, et qui était une commande du Club de Rome réuni en 1968, et qui déjà à l'époque posait la question de l'incompatibilité de nos modèles de développement avec la préservation de ressources naturelles, et que probablement la croissance, qui était donc mesurée principalement par le PIB, nous conduisait vers d'autres dettes, notamment la dette écologique, qui est difficilement évaluable, et qu'il fallait à l'époque reconsidérer ou de remettre les ressources naturelles en débat sous une autre approche. Donc au-delà de ce qui a été à l'époque admis en 1972, c'est-à-dire que la dégradation de l'environnement est un sous-produit du développement, est quelque chose d'inévitable, et qu'il suffisait de réparer et de continuer sur le même modèle de développement, était un modèle qui était obsolète. Donc il fallait rentrer dans ce débat sur un ensemble de discussions qui ont abouti à l'émergence de ce concept de développement durable. Et donc l'acte de naissance pratiquement de l'écologie politique a démarré en 1972 dans le sommet des Nations Unies et sur l'environnement, qui est la première rencontre internationale sur le sujet, et qui donc s'est chargé de définir quel type de modèle de développement on devait faire pour respecter d'abord la finitude des ressources, notamment les ressources naturelles, mais aussi sur le renouvellement des ressources renouvelables, quel niveau de prélèvement étant autorisé à prélever sans décapitaliser les actifs écologiques et sans aggraver la dette écologique. Donc après un long cheminement, le sommet de Rio en 1992 donnait ce concept universellement admis, c'est-à-dire que le développement durable est à la rencontre de trois sujets, trois éléments essentiels, indissociables, c'est-à-dire la création des richesses et la croissance, sans attenter à l'équilibre des écosystèmes, mais en même temps le troisième élément qu'on ignore souvent ou qu'on met de côté, le troisième élément essentiel, c'est l'aspect social, non seulement en termes de disponibilité de ressources, de biens et services, mais aussi en termes d'accessibilité. Parce que nous savons que c'est un élément important, puisque la fracture dans les sociétés modernes est principalement de nature sociale. C'est ce qui fait d'ailleurs que les idées, notamment sur le climato-scepticisme, qu'on a vécu intensément à partir du sommet de Copenhague, sur les conférences des partis de Copenhague en 2009, je crois que le climato-scepticisme qui reposait, qui s'infiltrait dans les interstices d'un certain nombre d'incertitudes en termes de climat, parce que c'est un domaine extrêmement complexe, a cédé la place actuellement au climato-populisme. C'est-à-dire on essaie d'opposer maintenant, à défaut d'arguments scientifiques, parce que personne actuellement ne doute de la relation entre les activités humaines et les changements climatiques, on a déporté le débat sur une opposition entre le court terme, le présent, c'est-à-dire la pression du présent par rapport à la dette écologique pour les générations futures.
C'est ce qui fait qu'on essaie d'opposer l'emploi, l'économie, donc le court terme, ce qu'il faut faire immédiatement, aux droits des générations futures pour préserver et pour leur remettre une terre encore en état de produire. Donc par rapport à cela, je dis donc que le cheminement était lent, mais malgré les conventions, les 3 grandes conventions qui ont été établies à l'époque, les changements climatiques, la lutte contre la désertification et la diversité biologique, malgré l'établissement et la signature de ces 3 grandes conventions, toutes les réunions qui ont eu lieu après Rio de 1992, d'abord en 2002 à Johannesburg, le sommet du développement durable, il a montré qu'on était loin d'inverser les tendances et que la dégradation continue. Les autres réunions, pour ne citer que la réunion sur la diversité biologique en 2010 à Nagoya, a montré que l'établissement des listes rouges des espèces menacées, des espèces en difficulté, est une liste très intéressante, mais il n'avait pas du tout vocation à inverser les tendances parce que ça ne sert à rien de dissocier les espèces de leurs habitats. Lorsque l'intégrité des écosystèmes n'est pas respectée, il est évident que l'érosion biologique continuera à se produire. Quand on a dit cela, je crois que l'automne 2015, en mettant les objectifs du développement durable avec les 17 principaux objectifs et les 169 cibles, il a montré que toutes les données, tous les sujets étaient liés. Il n'est pas permis de dissocier les sujets. Les approches thématiques sont extrêmement importantes. Ils nous apprennent à mieux connaître la dynamique d'un écosystème. Ils nous apprennent à mieux connaître la complexité de ces sujets que nous traitons dans l'eau. Mais il reste que l'établissement des projets de développement, notamment dans le domaine des plans de développement sectoriels, ils intègrent une partie donc, de cette vision globale, mais ils restent tout à fait en deçà de cette approche territoriale qui est la seule qui puisse répondre donc, à l'équilibre des écosystèmes. Parce que tout est lié. Lorsque nous préparions la COP22, j'avais une discussion avec le président du Forum mondial de l'eau, et il me disait que l'eau n'avait pas sa place, en tout cas pas suffisamment dans l'accord de Paris, ce qui est exact. Et je lui ai répondu que l'eau est partout. Lorsqu'on parle d'agriculture, lorsqu'on parle de forêt, lorsqu'on parle de tous les sujets, l'eau transparaît partout. Et il me disait justement, c'est parce que l'eau est partout qu'elle n'est nulle part. Et c'est de là qu'est partie l'idée justement de donner à l'eau une place prépondérante au niveau de la COP22 à Marrakech. Et cette place, d'abord en lui réservant une journée dans les initiatives, notamment dans l'agenda de l'action, et qui soit donc entièrement réservée à l'eau, mais en même temps de faire émerger la problématique de l'eau dans les autres journées des initiatives qui ont été donc dans le cadre de l'agenda de l'action à Marrakech. Les forêts, les océans, les énergies. Donc à partir de cela, nous avons essayé de donner à l'eau cette place essentielle. Et nous avons aussi voulu faire le lien entre l'approche thématique, c'est-à-dire l'eau, l'approche sectorielle, c'est-à-dire l'eau dans les plans de développement, et puis le troisième élément, l'approche territoriale, c'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une phase avec une rareté de la ressource, il convient de ne pas faire comme nous le faisons actuellement dans une logique de programmation sectorielle et puis de chercher a posteriori de faire ce que nous appelons la convergence, mais qu'il faut inverser la logique et d'essayer de partir d'une approche territoriale pour voir de quoi nous disposons dans chaque écosystème, quelles sont les fragilités, quelles sont les ressources. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit décliner toutes les opérations de développement. Les plans sectoriels doivent être les déclinaisons d'une approche globale et pas l'inverse. Le développement intégré n'est pas une sommation, n'est pas une addition de plans sectoriels, mais le développement intégré, c'est une forme d'émergence de développement sectoriel qui sont les déclinaisons d'une approche écosystémique qui prend donc les potentiels et les fragilités de chaque écosystème. Dans les changements climatiques, l'eau et les changements climatiques, je crois que cela a été dit tout à l'heure par Fauchon, c'est que l'eau, quand elle manque ou quand elle est en excès, elle nous interroge en permanence. Et je crois que dans ce cadre-là, la COP22
se tenant à Marrakech, il était essentiel d'abord de construire une méthodologie. C'est ce que nous avons fait à travers les points qui ont été évoqués par Loïc Fauchon. D'abord, le premier point, la première thématique, c'est le financement. Alors, financement et adaptation. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les débats ont achoppé avant la COP21, avant l'adoption de l'accord de Paris, parce qu'il y avait toujours ce conflit entre le Nord et le Sud, entre ceux qui ont pollué, entre ceux qui ont une responsabilité historique dans la pollution, et ceux qui en subissent les effets sans en avoir eu aucune responsabilité historique. Et je crois dans l'accord de Paris, le fait d'accorder une place équilibrée. C'est pour ça qu'on dit que l'accord de Paris est un accord universel, c'est un accord équilibré, c'est un accord juste, c'est-à-dire de mettre l'atténuation et l'adaptation sur le même plan d'égalité et si possible aller vers 50-50% en termes de financement, notamment des programmes d'adaptation. La COP22 se tenant à Marrakech, il était essentiel que d'abord nous nous intéressions à l'eau et à l'adaptation, mais aussi au financement. Parce que les financements, les 100 milliards qui sont promis donc à partir de 2020 pour le financement donc, des projets de lutte contre les changements climatiques sont des montants, mais dans lesquels on comptabilise tout. Ce sont des flux financiers. Ce n'est pas une caisse dans laquelle il y a 100 milliards et pour lequel on va débloquer pour essayer de financer tel ou tel projet, mais il s'agit donc des flux financiers. Et il est évident que les flux financiers vont partir vers les projets bancables, comme rappelait Loïc Fauchon, c'est-à-dire bancables dans le sens où ils obéissent aux critères d'éligibilité des bailleurs de fonds, c'est-à-dire qui s'inscrivent d'abord dans les orientations des changements climatiques de l'accord de Paris, et bien entendu, les projets d'atténuation probablement auront infiniment plus d'attractivité que les projets d'adaptation. Il est plus facile d'avoir donc, des projets dans un projet de financement pour un projet de développement durable en termes d'énergie renouvelable. Il suffit de tracer le cadrage légal, il suffit de tracer le cap, il suffit que les pouvoirs publics en donnent l'exemple et il suffit donc qu'il y ait une visibilité pour que les capitaux financent ce genre de projets qui sont donc théoriquement rentables. Mais par contre, pour les projets d'adaptation, il est infiniment plus difficile d'avoir des financements, notamment privés, dans le cadre de la lutte contre ou de la stabilisation donc, des bassins versants, parce que ce sont des projets qui ont une attractivité moindre, et il était nécessaire aussi au niveau de la présidence marocaine de trouver les combinaisons nécessaires entre les financements publics, les financements privés, le mécénat et la philanthropie, pour faire des compositions qui permettent de répondre à cette forme de financement des projets d'adaptation. Le problème de la formation des capacités est essentiel. C'est le troisième point donc, des priorités de la présidence marocaine. Nous avons donc en marge de la réunion des Nations Unies tenue en septembre donc à New York lancé cette initiative des 4C, c'est-à-dire les compétences donc en changement climatique. Il s'agit des compétences humaines, mais aussi des compétences institutionnelles. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'abord de traduire ce que nous appelons les INDC sous forme donc, de projets bancables, concrets et opérationnels, si on n'a pas les capacités humaines et institutionnelles capables de les évaluer, capables de les mettre en place, capables de les présenter sous des formes qui répondent aux critères d'éligibilité au niveau notamment du fonds vert et qui permettent de mobiliser ces financements. Et c'est à ce titre-là que probablement les formations en capacité dans le 4C, dans le cadre d'un réseau, qui est d'ailleurs construit non seulement donc au niveau marocain, mais à l'échelle planétaire, c'est-à-dire prendre les réseaux de la formation des capacités africains, latino-américains, en Europe et en Asie, pour essayer d'avoir une masse critique et avoir des zones de compétences et d'expertise qui permettent d'aider notamment les pays en développement à construire leurs projets. Je pense que l'idée aussi de l'invitation d'un sommet africain en marge de la COP22 à l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI, où il a réuni d'abord les chefs d'État africains, mais en même temps les chefs d'État africains et leurs partenaires, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les fonds souverains, toutes les sources de financement, pour essayer de mettre en place cette feuille de route qui a été donc établie à Marrakech
et pour lesquels il y a un certain nombre de grandes initiatives et dans lesquelles l'eau occupe une place centrale. Il y a le triple A dont on a parlé abondamment, il y a le triple S qui est présidé par le Maroc en tant que président de la COP22, mais aussi par le Sénégal qui est président du NEPAD. Alors ce triple S, c'est donc sécurité, stabilité et soutenabilité. Pourquoi? Parce que déjà au sommet de Turquie sur la convention de lutte contre la désertification, la COP12 qui s'est tenue en octobre, une année avant la COP21 de Paris, elle avait insisté sur le lien étroit entre la dégradation des sols et entre un certain nombre de problèmes, notamment liés à la sécurité. Par exemple, si on prend le lac du Tchad, dans les 40 dernières années, le lac du Tchad a perdu 90% de son étendue, 90% de ses capacités. Il y a 9 pays qui entourent et qui bordent le lac Tchad. Ces populations sont principalement soit des populations agricoles ou des pasteurs, et automatiquement, lorsque la terre ne produit plus, lorsque la terre ne nourrit plus, elle nourrit l'immigration. Donc lorsqu'elle nourrit l'immigration, ce sont des populations qui deviennent extrêmement captables par un certain nombre d'extrémismes multiples, et c'est pour ça qu'il y a eu la naissance de cette initiative Triple S, et sur lesquelles il y a un engouement important et qui permet justement de remédier à cet état de fait en essayant de mettre en place des projets dans le cadre des changements climatiques pour essayer de faire avancer et d'opérationnaliser ces grandes initiatives. Je termine simplement pour l'avenir, pour les négociations sur les changements climatiques. Donc au-delà de ce qui est connu, je crois que la difficulté de ces négociations, c'est d'abord heureux qu'un accord d'une telle dimension, d'une telle complexité, d'un accord multilatéral soit donc signé quelques mois après, donc avec pratiquement la majorité des pays au niveau à New York, donc en avril. C'est aussi heureux que justement le 4 octobre, cet accord puisse être ratifié en remplissant les deux conditionnalités, c'est-à-dire pour qu'un accord entre en action, il faut qu'il y ait au moins 55 pays, donc partis à la négociation, qui l'approuvent, qui le ratifient, et qui puisse représenter un minimum de 55% des émissions globales de gaz à effet de serre. Ceci a été rempli au mois d'octobre, c'est-à-dire moins d'une année. C'est pratiquement unique dans l'histoire des accords universels de cette dimension et de cette ampleur. Maintenant, 55 pays, l'accord de Paris, il voulait que ce soit un accord justement universel, qu'il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Il faut que tous les pays, il faut leur donner le temps et les moyens pour qu'ils puissent ratifier. Nous sommes arrivés à Marrakech avec plus d'une centaine de pays qui avaient déjà ratifié, et je pense que le mouvement a continué en permanence parce que les procédures de ratification varient d'un pays à un autre, et je pense qu'avant 2018, qui est la clause du rendez-vous, on aura probablement donc une forme d'entrée en vigueur effective, opérationnelle de l'accord de Paris. Les difficultés de négociation, je crois qu'on a suivi le retrait ou la rétraction d'un certain nombre de pays, mais je crois que l'accord de Paris est en marche, et si on prend même les États-Unis, il y a 2-3 jours, donc dans la réunion du Conseil de l'Arctique, qui est présidée actuellement par les États-Unis, tous les pays donc ont rappelé avec force qu'il y avait une urgence, il y a une obligation d'appliquer donc l'accord de Paris, et que plus que cela, la plupart des États américains continuent justement dans la lancée du financement, de la mise en place donc, de cette transition énergétique, parce qu'elle est en marche, et elle va être présidée d'ailleurs dans quelques jours par un autre pays qui est particulièrement engagé dans la mise en place de l'accord de Paris. Il reste évidemment des points qui n'ont pas été abordés dans l'accord de Paris et qui restent essentiels, tels que la taxe sur le carbone, qui n'a pas eu sa place également comme l'autre, l'accord de Paris. Or, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de primordial. Il n'est pas possible de travailler donc, dans ce cadre du changement climatique sans avoir donc, un accord universel, quelque chose de consensuel à l'échelle de tous les pays pour fixer une taxe carbone, parce qu'actuellement ce sont des initiatives unilatérales de tel ou tel pays à des niveaux différents, mais ceci ne va conduire qu'à la fuite du carbone, c'est-à-dire il y aura une délocalisation, si vous voulez, de la pollution qui passera des pays les plus exigeants vers les pays les moins exigeants. Donc ça, c'est un problème qui restera essentiel. Il y a aussi tout le syndrome des mauvais élèves et des bons élèves.
Je crois que dans ce forme de négociation, celui qui fait le plus d'efforts, il sera certainement un bon élève. On lui demandera toujours de faire plus, mais les mauvais élèves, ils gardent donc leur position pour la fin et ils auront plus de compensation que les autres. Et puis, il y a, on en parlait ce matin, la tragédie du bien commun, c'est-à-dire lorsqu'on a un espace partagé et dans lequel donc, tout le monde est concerné par l'objectif, souvent la réflexion qui se dégage est la suivante: on nous demande de faire des efforts importants, ils sont immédiats, ils sont locaux, mais les résultats à attendre sont lointains et c'est pour les autres, ils sont partagés. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome du passager clandestin, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour prendre le même train, pour aller à la même destination, mais il y en a certains qui ne veulent pas payer le billet de train. Je vous remercie.